Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction. Nous restons en tout cas dans la CEDEAO pour parler de ce 53e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. 53e sommet qui a eu lieu ce samedi 24 février 2024 à Abuja, en République du Nigeria, sommet au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont planché sur la situation au Niger et dans les autres pays de la sous-région. Conclusion finale, on parle de la levée des sanctions non seulement contre le Niger, mais aussi contre le Mali, le Burkina et aussi la Guinée, des pays qui sont sous sanctions depuis les coups d'État intervenus en 2020, 2021, 2023. 21, 2023. Et puis, voilà, c'est 2023 le dernier pour le Niger. Et donc, la CEDEAO vient finalement à lever les sanctions. Elle s'inscrit dans une dynamique d'intégration. L'organisation exprime aussi le vœu de voir revenir à son sein ces pays qui ont annoncé leur départ. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger. Il faut retenir pour l'essentiel que les sanctions émises contre ces États sont finalement levées par la CEDEAO lors de ce sommet tenu ce 24 février 2024 à Accra. Vos premières réactions à la suite de l'annonce des levées des sanctions de la CEDEAO, Fioclou? Oui, je peux dire que la CEDEAO, au cours de sa session extraordinaire à Abuja le samedi 24 février dernier, est revenue sur terre. Avoir les 47 points du communiqué, elle a fait du travail, elle a aujourd'hui fait ce qu'elle devrait faire. Mais ce que j'ai regretté, c'est le fait de maintenir l'interdiction de voyager de ces dirigeants. Et il paraît qu'il y a des invitations pour ces dirigeants. Ils sont interdits de voyager et ils émettent les invitations. Comment se fait-il, comment vont-ils se déplacer pour ces invitations? Vous leur avez dit, interdiction de voyager n'est pas levée. Pour l'invitation, ils vont répondre comment? Par quels moyens? Donc, c'est ce hic-là que moi, je trouve impossible. Par rapport aux travaux concernant l'implication politique, financière, économique, je leur donne 10 sur 10 sur ces points. Parce que toutes les institutions de la CEDEAO, de l'UMOA et autres de la BIDC, tout ça était présentes à ce sommet. Et je peux dire aussi que cette tentative de correction est bien reçue à mon niveau. Merci beaucoup. À vous, alors on va rappeler pour le bonheur de nos téléspectateurs quelques-unes des décisions prises lors de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. On dit la conférence décide de ce qui suit la libération du président Bazoum. La conférence demande donc la libération immédiate de son Excellence Mohamed Bazoum, ancien président de la République du Niger, ainsi que des membres de sa famille et de tous les détenus politiques. Au titre des sanctions, ça c'est le point 27 maintenant, la conférence décide de la lever avec effet immédiat des sanctions suivantes qui avaient été imposées à la République du Niger. Ça, c'est ce qui concerne la République du Niger, donc voici les sanctions. Le premier point, la fermeture des frontières terrestres aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, donc la levée donc de cette fermeture. L'institution d'une zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. La suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger,
le gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics et l'électricité vers la République du Niger, le gel des avoirs de la République du Niger auprès des banques centrales de la CEDEAO, le gel des avoirs de l'État nigérien ainsi que des entreprises publiques et parapubliques du pays auprès des banques commerciales, la suspension du Niger de toute assistance financière et de toutes transactions avec toutes plutôt les institutions, notamment la BIDC et la BOAD, l'interdiction de voyager pour les représentants du gouvernement et membres de leur famille. Donc voilà les sanctions qui ont été levées lors de cette rencontre, ce 53e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Gabin Adjaro. Vos premières réactions en apprenant ces mesures prises par la CEDEAO samedi? Oui, on ne peut que dire félicitations à la CEDEAO d'être revenue à de meilleurs sentiments. Parce que vous savez, nous vivons dans une sous-région, nous sommes interdépendants, on a besoin l'un de l'autre, et puis quand l'autre souffre, c'est toute la sous-région qui souffre. Qu'un seul pays de la sous-région souffre, c'est toute la sous-région qui souffre. Personne ne va dire aujourd'hui que les sanctions infligées au Niger n'ont pas agi sur les autres pays de la CEDEAO. Tout le monde en a souffert, et aujourd'hui, libérer ou bien lever ces sanctions-là, c'est lever les sanctions contre les autres pays de la CEDEAO aussi, parce que les flux commerciaux, c'est dans les deux sens. Pour moi, premièrement, ces sanctions-là qui étaient illégales, puisque ne sont pas contenues dans les textes fondateurs de la CEDEAO, même dans les statuts et protocoles additionnels de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO décide de lever ces sanctions-là vis-à-vis de ces pays. Je pense que c'est la meilleure des choses. Il faut revenir à de meilleurs sentiments et au plus vite possible. Moi, j'ai l'impression que, bon, aujourd'hui, la CEDEAO se dit, vu que ces pays-là sont en train de se constituer en une autre organisation sous-régionale, il faut tout faire pour les faire revenir au sein de la CEDEAO. Mais la question est de savoir si la levée de ces sanctions-là suffit à faire revenir ces pays-là au sein de la CEDEAO, parce qu'il y a un problème de souveraineté qui se pose. Ces pays-là ne parlent pas uniquement que de sanctions. Je parle des pays de l'AES, ils ne parlent uniquement que de sanctions, mais aussi de soutien de la CEDEAO au niveau de la lutte antiterroriste, et aussi que cette CEDEAO-là est téléguidée par une autre puissance, ou bien par d'autres puissances. Donc aujourd'hui, ces pays-là qui disent qu'ils sont épris de souveraineté, est-ce qu'ils seront encore aptes de venir s'asseoir dans la CEDEAO pour se faire encore commander par ces mains fantômes-là dont ces pays-là parlaient? Voilà, moi, toute la question. Sinon, au niveau des transactions commerciales, au niveau de la levée des sanctions sur les flux commerciaux, au niveau financier, économique et tout, moi, le problème ne se pose même pas. Sauf que la CEDEAO devait reconnaître que dans cette histoire, ils ont été iniques et cyniques. Embrigader toute une population comme ça, les empêcher même d'avoir des produits pharmaceutiques, d'avoir des produits vivriers, c'est assez compliqué. Il y a même des pays qui ont refusé même d'exporter des produits vivriers vers le Niger. La Côte d'Ivoire notamment qui a refusé d'exporter même les bananes plantains. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des bananes plantains pourries en Côte d'Ivoire là-bas aujourd'hui. Ils acceptent quand même d'exporter ces bananes plantées-là, disant que bon, ils ont levé les sanctions sur l'exportation des bananes plantains vers le Niger. Donc c'est comme si le Niger, comme ils étaient un peu plus résilients, l'objectif de la CEDEAO, c'est de faire en sorte que, vu que les sanctions vont corser et puis la population va subir les conséquences, ils vont se soulever contre le régime de Tiani, ce qui n'a pas eu lieu. Donc aujourd'hui, le peuple est devenu assez résilient. Quand on te pose une situation, tu te dis, bon, comme on m'impose ceci, je vais faire en sorte de résister, de me soutenir, et puis au fil du temps, je vais trouver des solutions. Donc les Nigériens, à un moment, ne se plaignent même plus que ce soit du délestage, que ce soit de manque de certains produits pharmaceutiques. Ils arrivent quand même de continuer à vivre et à faire vivre leur État. Donc la CEDEAO a constaté que ce peuple-là est assez résilient. Donc quoi qu'on fasse, les autres pays de la CEDEAO, avec qui le Niger, le Mali, le Burkina entretiennent des relations commerciales assez poussées, sont en train de souffrir aussi. Et la sous-région est en train de souffrir économiquement. Que faut-il faire? Il faut lever les sanctions. Donc je dis, comme je l'ai dit premièrement, les sanctions qui sont levées aujourd'hui contre le Niger, ce n'est pas seulement contre le Niger, mais aussi pour les autres pays de la CEDEAO, parce que nous tous subissons les mêmes problèmes
depuis que ces sanctions-là ont eu lieu. La preuve, il y a des sanctions, des camions qui sont bloqués sur les frontières du Niger. Ce sont les opérateurs économiques qui perdent dans cette affaire. Aujourd'hui que c'est levé, je pense que tout le monde va en gagner, et le Niger et les autres pays de la CEDEAO. Ok, merci beaucoup Gabin. Georges Hérault, vos premières réactions suite à l'annonce de la levée de ces sanctions de la CEDEAO à l'endroit du Niger? On ne peut que féliciter la CEDEAO parce que la CEDEAO se trouvait déjà dans une situation très compliquée. Faut-il sanctionner, faut-il ne pas sanctionner? Ça a été des débats vraiment complexes et moi je fais partie de ceux qui quand même apprécient la CEDEAO, surtout parce que quand nous voyons les communautés, les zones économiques en Afrique, la CEDEAO fait partie des plus dynamiques. Et là, tirer sur ça va faire de moi quelqu'un qui n'est pas quand même un observateur avisé. Aujourd'hui, il est vrai que la population au Niger et tout sont dans une situation que j'ai déplorée toujours ici sur ce plateau. J'ai compris que effectivement il y avait des sanctions qui sont des sanctions à ne pas permettre à la population nigérienne et puis malienne, burkinabé et guinéen d'avoir un certain nombre de manœuvres faciles en matière commerciale. Mais n'oublions pas que quand on parle de la CEDEAO, on parle de qui? On parle de nous. Quand on parlait du Togo, de nous tous, c'est-à-dire que de la zone ouest africaine, de la population. Quand il y avait, la CEDEAO avait intervenu au Togo en 2005, le Niger était dedans. Quand la CEDEAO était intervenue en Guinée-Bissau avec toutes les sanctions qui s'en est suivi, le Burkina, les dirigeants burkinabés, les dirigeants maliens, ils étaient tous dedans. En fait, c'est un peu ça le problème. Donc, ce que moi je trouve dans ça, c'est qu'il est vrai que la CEDEAO est dans une situation complexe qu'on doit reconnaître, que même nos populations doivent reconnaître, parce que ici il s'agit des sanctions pour décourager les coups d'État. En fait, c'est ça. Mais seulement ils sont partis trop loin, qui ne découragent non seulement les coups d'État, parce qu'ils ont fait ça au Mali, ça n'a pas découragé de faire coup d'État au Burkina. Ils ont fait ça au Burkina, en Guinée. Mais ça veut dire que ça continue. Ça prouve que, en fait, à un moment donné, il faut savoir que les sanctions sont contre-productives et il faut chercher d'autres voies et moyens pour éviter. Donc c'est pour cela que je fais partie de ceux qui pensent que la CEDEAO doit se réinventer. La CEDEAO doit comprendre, faire l'état des lieux et savoir que les sanctions classiques concernant les coups d'État institutionnels, constitutionnels, devient quand même contre-productif et il faut faire autre chose, puisque en fait la communauté, nous la voulons tous, cette communauté est quand même assez forte en matière de négociation avec l'extérieur et la communauté gagne toujours en matière commerciale. Nous ne pouvons pas arriver. Quand nous allons prendre les pays isolement, c'est-à-dire que les pays de 3 pays, AES, demain une autre, je ne sais pas, alliance qui va se créer, nous affaiblissons. C'est pour cela qu'il faut féliciter le courage de ces chefs d'État-là à un moment donné. Même si on sait que parmi eux, il y avait quand même certains ou bien une personne qui est très distinguée, qui a été quand même l'artisan ou bien l'intermédiaire entre la CEDEAO et les autres parties pour pouvoir quand même ajuster les points, réajuster les points, c'est-à-dire que les différents points, les radicaux et l'alliance des États du Sahel, il faut aussi dire que en fait, ce rôle a été prépondérant, ce rôle doit être joué, puisque à un moment donné, le chef de l'État togolais, qui même bien avant les coups d'État, disait que les peuples sont plus intégrés que nous les dirigeants. Donc il faut forcément aller
à la CEDEAO des peuples. Je pense que c'est le moment tant entendu et aujourd'hui, je ne peux que dire félicitations à la CEDEAO d'avoir fait le rétropédalage parce que c'est compliqué. S'ils devaient s'en tenir à leur orgueil, ils devaient continuer à tue-tête, mais aujourd'hui, ils ont entendu raison. Je pense que les pays de l'AEF aussi doivent comprendre le pas fait par la CEDEAO, ne pas dire qu'il y a des pays, des puissances derrière la CEDEAO, parce que derrière les pays AES aussi, il y a aussi d'autres puissances qui manipulent. Donc, n'acceptons pas que les puissances nous manipulent contre nous-mêmes. C'est ce que je voudrais dire. Alors, les sanctions plutôt ont été levées non seulement contre le Niger, mais aussi finalement contre la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Tous ces pays écopaient de sanctions, chacun en ce qui le concerne. Suite au coup d'État, en Guinée, c'était le coup d'État contre Alpha Condé. Au Burkina, c'était un double coup d'État. D'abord contre Rochma Christian Kaboré, puis contre le colonel Dabiba. Au Mali, c'était aussi en quelque sorte un double coup d'État. D'abord contre Ibeka, puis contre Bandao, et puis bon, voilà, de toutes les façons, ils ont tous, chacun en ce qui les concerne, sa part de sanctions, mais ces sanctions sont levées. Quelle analyse faites-vous? Est-ce une raison suffisante pour permettre à ces pays de revenir au sein de la CEDEAO, puisque l'objectif affiché par la CEDEAO, c'est de permettre à ce que ces pays-là reviennent. Quand nous voyons le communiqué de la CEDEAO, l'organisation était claire là-dessus. Elle voudrait quand même que ces pays reviennent à la table de discussion. D'abord, une mention spéciale a été faite au général Ghosn qui avait effectivement quelques jours plus tôt appelé à la CEDEAO à ce sursaut. Justement, est-ce une mesure suffisante pour amener ces pays au sein de la CEDEAO, Gabin? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ces pays-là ont pris des décisions assez radicales et Ibrahim Traoré l'avait dit lors de son entretien que c'est une décision de non-retour. Ils ne vont plus jamais revenir au sein de la CEDEAO. Peut-être que bon, ils vont aussi essayer de mettre un peu d'eau dans leur bain, mais je doute fort. Je viens de parler de l'histoire de souveraineté parce que est-ce que la CEDEAO même est assez indépendante vis-à-vis des puissances occidentales, puisqu'on sait très bien que le financement de la CEDEAO provient aussi de là. Donc, quand ces pays est-ce que cette décision, ou du moins la décision de ce 24 février ne montre pas quand même que la CEDEAO peut librement prendre ses décisions, parce que si on s'en tient à la logique selon laquelle les sanctions sont souvent dictées par l'extérieur et on vient appliquer, vous voyez aujourd'hui une certaine France dire ok, lever les sanctions contre le Niger, vu qu'elle n'a aucun intérêt au Niger, vous pensez que la France puisse dire ok, lever les sanctions contre le Niger, contre la Guinée, contre le Mali? Est-ce que là on pourrait quand même pas dire que la CEDEAO, après tout, quel que soit ce que les gens disent, peut décider d'elle-même et elle vient de le faire? Premièrement, je l'avais souhaité, je l'avais souligné premièrement, la CEDEAO n'avait pas le droit d'imposer ces sanctions. Ce sont des sanctions iniques et illégales. Donc, normalement, ces sanctions ne devraient pas avoir lieu. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO a le choix? Voilà, parce que c'est une pression, c'est une question de rapport de force. Ces pays-là ont imposé un rapport de force. Oui, puisque vous parlez d'une pression extérieure aussi, est-ce que cette pression va sur la France au point où la France, si tant est que la CEDEAO n'exécute que les ordres de la France, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, est-ce que cette pression que ces pays de l'AES sur la CEDEAO, cette pression va aussi sur la France au point où la France sera obligée de dire ok, j'ai assez de pression, levez les sanctions? Est-ce que là, ce n'est pas uniquement la CEDEAO qui agit là? Voilà pourquoi je dis que nous sommes dans un espace communautaire et nous sommes interdépendants l'un de l'autre. Que sera le port sans ces pays enclavés là? Voilà, aujourd'hui le Niger, le Burkina et le Mali représentent quand même un poids au niveau commercial au sein de la CEDEAO et avec les pays côtiers. Donc c'est très important pour ces pays-là aussi de retrouver les transactions avec ces pays. C'est pourquoi je dis toujours que ce n'est pas uniquement pour ces pays-là que la sanction a été levée, mais aussi pour nous-mêmes, pour les pays côtiers, pour les autres pays de la CEDEAO. Pour eux aussi, c'est très important. Alors, est-ce une mesure suffisante pour les ramener au sein de la CEDEAO? Non, je ne pense pas que c'est une mesure suffisante. Je ne le pense pas. Pourquoi? Puisque que faut-il encore plus? Il y a un enjeu derrière. Ces pays-là, ils disent qu'ils sont épris de l'autonomie, de la souveraineté. Or, ils pensent que rester au sein d'une organisation qui est commandée, qui est téléguidée d'ailleurs, selon leur dire, téléguidée d'ailleurs, ne fait pas d'un pays totalement indépendant. Et pour eux, il faut être totalement indépendant en choisissant premièrement leur système politique et ensuite aller vers leur monnaie. Donc, la CEDEAO voit aujourd'hui que ces pays-là, ayant créé l'AES,
ils vont aller sûrement vers un espace économique communautaire aussi. Donc, ça va fragiliser aussi l'UEMOA qui constitue une branche de la CEDEAO. Donc, aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est un risque en train d'utiliser la CEDEAO pour faire revenir ces pays-là au sein de l'organisation sous-régionale. Mais est-ce que, la question est bien posée, est-ce que ça suffit pour faire revenir, la levée de ces sanctions-là suffit-elle pour faire revenir ces pays-là au sein de la CEDEAO? Je dis non, je ne le pense pas, à moins qu'il y ait un revirement à 180 degrés. Alors, Georges Hérault, la mesure est-elle suffisante pour faire revenir à la table de discussion le Mali, le Burkina et le Niger qui ont décidé de quitter la barque CEDEAO et de créer leur AES d'abord qu'ils ont créé avant d'annoncer leur retrait de la CEDEAO? Est-ce que c'est déjà suffisant pour les ramener à la table des négociations? Et sinon, peut-on toujours compter sur la diplomatie togolaise qui en quelque sorte a joué un grand rôle dans cette affaire? Ah bon, je ne saurais pas le dire parce que pour peut-être l'AES, c'est pas suffisant parce que, comme le dit Gabin tout à l'heure, il parle. Que faut-il de plus alors? Il parle de la manipulation de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures. Il parle de beaucoup de choses. Donc pour l'AES, je peux dire que pour eux, c'est pas suffisant. Et il parle aussi de l'interview de Ibrahim Alain Foucault l'autre fois qui parle de non-retour de leur décision. Et je pense que pour l'AES, ça va être compliqué. Mais si je vois la CEDEAO qui a fait énormément de pas, moi, je pense que c'est assez suffisant pour la CEDEAO en levant toutes ces sanctions économiques sur, comment vous l'appelez, l'AES, et y compris la Guinée. La CEDEAO pense qu'elle est en train de faire un grand pas, un grand bond pour permettre à ces pays-là de réintégrer encore la communauté. Mais tout compte fait, je pense que je l'ai déjà dit, qu'on gagne en étant ensemble. Parce que aujourd'hui, si ces chefs d'État ne comptent pas aussi sur d'autres puissances, parce qu'il faut l'avouer qu'il y a aussi la main d'autres puissances qui manipulent l'AES et qui véritablement... Qui manipulent ou qui soutiennent? Mais quand je parle de manipulation de la CEDEAO, je parle de manipulation de l'AES. C'est justement ça le problème. Est-ce que ces instances ont des soutiens ou des manipulateurs? C'est le mot que eux-mêmes ils emploient, comme moi je suis en train d'utiliser. Et vous êtes convaincu que c'est ça? Moi, quand je vais arriver à ma conclusion. Et donc, moi, je me suis dit tout simplement qu'il y a aussi le pouvoir qui est en jeu. Parce que la CEDEAO aussi devient un autre moyen de pression sur ces chefs d'État-là qui ont fait des coups d'État et qui sont derrière comme un petit maître qui dit organiser les élections. Le retrait fait partie de cet éloignement-là de la pression de la CEDEAO. Et moi, je me suis dit tout simplement que nous ne devons pas permettre à des puissances des puissances de venir s'interférer dans nos affaires, de nous diviser davantage. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'AES ne gagnerait pas en étant séparé de la CEDEAO. La CEDEAO ne gagnerait pas lorsque l'AES est séparé de lui. Donc aujourd'hui, il est question qu'on puisse quand même, s'il s'agit d'une refondation, qu'on refonde la CEDEAO. S'il s'agit de faire des réformes pour être clair, clarifier un certain nombre de positions, oui, mais dire que, en tout cas, comme tu viens de le dire, je pense que le chef de l'État n'a pas encore fini sa mission, parce que je le connais, il va aller au-delà de ça pour quand même faire en sorte que les deux positions se rejoignent, parce que c'est très important pour nous aujourd'hui d'être ensemble, puisque vous voyez les Blancs, ou bien le colonisateur, ou bien la colonisation que nous dénonçons tant, ce sont eux qui ont venu mettre les frontières chez nous. Et quand vous allez chez eux maintenant, eux, ils ont enlevé leurs frontières pour en faire une grande communauté. Les frontières existent toujours. Oui, mais les frontières telles que ça existe, si ça peut exister chez nous, là, d'accord. Mais ces frontières-là du niveau d'intégration entre les communautés. Oui,
Mais nous, on a même les libres-échanges ne sont pas encore totalement actés sur le terrain pour parler même de l'union douanière. Donc, il y a les 5 étapes de l'intégration ne sont même pas quelque chose qui est réalité chez nous. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, qu'on puisse laisser nos égos de part pour dire que l'AES aujourd'hui peut arriver à s'en sortir. L'AES aujourd'hui a développé un certain nombre de résiliences. Mais la CEDEAO a fait ceci. Là, c'est l'ego. En fait, c'est l'ego. Il faut que les chefs d'État puissent comprendre, les chefs d'État de l'AES et de la CEDEAO puissent comprendre que nous, les populations, nous sommes un, ou bien nous sommes une. Mais aujourd'hui, il faut qu'on laisse tout, que les orgueilleux laissent ça aussi, et que le pouvoir aussi. Parce que il ne faut pas oublier que ceux qui ont fait des coups d'État, qu'on le veuille ou pas, on ne peut jamais soutenir un coup d'État. Parce que les militaires, on leur a acheté l'arme pour protéger, défendre la population. On ne leur a pas acheté des armes pour aller chasser un président au pouvoir pour y rester. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'ils clarifient leur position par rapport à la présidence aussi, parce que c'est assez. Merci beaucoup à vous. Alors, Georges Hérault, alors, Fioclou, Adam Blenou, les sanctions ou la levée de ces sanctions, telles qu'annoncées lors de ce sommet de la CEDEAO à Abuja plutôt, le 24 février dernier, suffit-elle pour que les États de l'AES reviennent au sein de la CEDEAO, parce qu'on sait que ces États, fin janvier, ont annoncé leur retrait de l'organisation sous-régionale, qui a effectivement noté cette annonce de retrait, mais qui a voulu que ces États-là reviennent en son sein. Est-ce que la mesure est suffisante pour permettre d'avoir un retour des pays membres de l'AES au sein de la CEDEAO, et sinon, doit-on compter encore sur la diplomatie togolaise qui, en quelque sorte, a joué un rôle important parce qu'on arrive là à la levée des sanctions? Moi, je pense qu'il serait très difficile aux 3 pays de l'AES de regagner la CEDEAO. Je dis que ce serait difficile parce que les interviews accordées par le général Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré prouvent à suffisance qu'il y a un point de non-retour. Ils ont parlé de la souveraineté de leur pays, ils ont parlé du manque de soutien au niveau du terrorisme et de l'extrémisme violent qui frappe leur pays. Il n'y a pas eu d'aide militaire, il n'y a pas eu d'aide économique, il n'y a pas eu d'aide financière. Et ils ne voient pas la raison pour laquelle ils sont dans une organisation qui, jusqu'à ce jour, n'a jamais participé d'un iota à leurs efforts de guerre. Sur ce, il est très clair que l'AES est née et l'AES y restera. Et dans la déclaration du communiqué de la CEDEAO, il est bien dit les problèmes que la création de l'AES va poser à l'organisation, tant au niveau de la BIDC, de la BOAD et autres. Mais les 3 pays de la ES agissent comme des révolutionnaires. Or, avec la révolution que le peuple a acceptée avec des marques de soutien, qu'est-ce que ces 3 dirigeants vont dire alors à leur peuple? J'avais dit un temps qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Mais au niveau politique, ils ont l'adhésion de leur population. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Là, dans le communiqué, ils ont parlé de l'article 91 qui fait cas aux dispositions des retraits. Voilà. Le délai qu'il faut. Le délai, etc. qu'il faut. Ils ont fait référence à cela. Pourquoi? Les 3 pays ont dit que ce retrait, c'est dans l'immédiat, avec effet immédiat. Eux aussi, ils ont fondu le communiqué sur les levées des sanctions avec effet immédiat. Donc, il y a égalité. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.